Bonjour à tout le monde. Évidemment, le titre est un clin d'œil à tous ceux qui fonctionnent au-delà de l'atmosphère, sur des espaces qui sont bien loin de la Terre, et donc retour pour vous sur Terre, le sol sous nos pieds. J'ai l'habitude, quand je fais ce genre de topo sur le sol, de demander qu'y a-t-il de commun entre du roquefort, la tuberculose ou ses décorations faciales. Et la réponse est évidemment le sol. C'est du sol que vient le champignon spécifique du roquefort. C'est du sol qu'on extrait le principe actif qui a permis de combattre fortement la tuberculose à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est du sol que viennent les pigments et les argiles qui servent à la décoration faciale de ce monsieur. Tout cela pour dire que le sol, ce n'est pas seulement quelque chose qui attrait l'agriculture, mais vous voyez que ça offre une diversité de biens et de services qui sont rendus à l'humanité, et ça va être le propos central de cet exposé. Alors, cet exposé s'appuie entre autres sur un ouvrage que j'ai animé et coédité, sorti en 2016 chez Belin, l'éditeur Belin, et qui s'appelle « Le sol, une merveille sous nos pieds ». Et pourquoi une merveille ? Tout d'abord parce que je vais essayer de vous montrer que c'est beau, contrairement à ce que l'on pense contre-intuitivement, que le sol c'est sale. Deuxièmement, une merveille parce que ça fournit de très nombreux biens et ça rend de très nombreux services à l'humanité. Enfin, pour vous alerter que ça doit être une merveille, c'est un patrimoine qui est peu renouvelable à l'échelle humaine et donc qu'il faut protéger. Mon exposé va commencer par vous montrer qu'est-ce que le sol et sa formation, sa diversité dans le monde. Qu'est-ce que le sol ? Parce que quand je prononce ce mot-là, par exemple dans une réunion ou au cours d'un repas où on vous demande « et qu'est-ce que vous faites ?» et je dis « j'étudie les sols » et j'ai régulièrement des réponses comme « ah, vous êtes géologue, vous cherchez du pétrole, voire même vous occupez des carrelages et des parquets ». Puisque le mot sol est polysémique et je me dois de dire, ben non, c'est pas ça, c'est un petit peu, je m'intéresse à la terre qui est sous vos pieds dans votre jardin, et là je suis mieux compris. Mais est-ce que le sol, sur le plan scientifique, c'est de la terre ? Le sol est formé, vous allez le voir, est constitué d'un matériau qui est la terre, un matériau terrigène. Voilà de la terre, c'est la terre que vous pouvez prendre dans vos mains. Une poignée de terre, là c'est autour des racines où vous voyez que la terre adhère aux racines et qu'il y a tout un tas de petits animaux, dont des vers de terre dedans, mais c'est simplement le constituant des sols. Et le sol c'est ça, c'est une formation tridimensionnelle qui recouvre, c'est une mince superficie au-dessus de toutes les roches des continents et qui couvre donc la superficie de la Terre, et qui se présente pas du tout comme de la terre en vrac, comme on pourrait l'imaginer, mais qui est, si vous regardez cette diapo, qui est relativement organisée. Vous voyez que il y a d'abord, on commence par une roche. Imaginons qu'il y ait une roche qui soit nue, qui soit découverte. De la végétation, des lichens, des mousses vont s'installer dessus et vont la décomposer, vont la dégrader, vont l'altérer. Et au fur et à mesure que se fait cette altération, il se fabrique à partir de la roche, et uniquement à partir de cette roche-là, plusieurs couches. La couche qui est juste au-dessus de la roche R, c'est la couche C. On appelle ces couches des horizons en langage scientifique. Et cet horizon C, eh bien, il rappelle encore un peu la roche, mais il est déjà très transformé et physiquement et chimiquement. C'est déjà un matériau meuble qui se forme. Et puis ensuite, un autre horizon, si le sol s'approfondit, c'est-à-dire si la roche est détruite de plus en plus, eh bien un autre horizon apparaît qui ne rappelle plus du tout de quelle roche cette terre provient, puisque toute la terre qui recouvre l'épiderme de notre planète Terre provient d'une roche, que la roche soit en dessous ou pas, sous le sol. Et puis enfin, un dernier horizon, qui est l'horizon de surface, qui est généralement de couleur plus foncée, parce que arrive sur cet horizon
depuis le début de l'altération de la roche, arrivent des composés végétaux ou des produits d'origine animale qui sont riches en matière organique et qui vont enrichir le sol en matière organique qui sera transformée, formée de polymères qu'on appelle des substances humiques. Et donc cet horizon, souvent on parle d'humus ou on parle de terre végétale. En tout cas, tous les sols du monde, finalement, sont constitués de un ou plusieurs de ces horizons, qui sont, chacun de ces horizons pouvant être très variés. Et je ne vais pas entrer dans ces détails-là. Il faut juste garder que ce qu'on appelle donc le sol, c'est cette formation tridimensionnelle et qui est organisée un petit peu comme sont organisées les couches géologiques. Alors, en quoi c'est nouveau de dire ça ? Eh bien, c'est nouveau parce qu'on a pensé jusqu'à la fin du XIXe siècle que toutes ces couches, quand on les remarquait, d'abord on croyait que la Terre était en vrac, c'était juste là pour maintenir les plantes, mais même lorsqu'on remarquait qu'il y avait des couches dans le sol, on pensait que c'était des couches qui étaient des couches géologiques, des couches sédimentaires, qui avaient été apportées ultérieurement sur la roche, alors qu'en fait, ces couches proviennent complètement de ce même matériau qui est la roche. Donc c'est une nouvelle façon de voir le sol, un nouveau concept, et cette nouvelle discipline, ça va créer une nouvelle discipline qu'on appelle l'apédologie. L'apédologie, c'est l'équivalent de la science du sol, mais souvent on utilise ce mot-là pour plutôt faire référence à la formation des sols, ce que je vous ai raconté, ce qu'on appelle la pédogénèse, et à la distribution des sols dans les paysages et à leur diversité. Alors cette pédologie, bien qu'il y ait eu évidemment des précurseurs, on la date, la naissance de cette discipline, de 1883, suite aux travaux d'un géologue russe qui a présenté sa thèse en 1883, d'ailleurs devant Mendeleïev entre autres, et qui avait passé plusieurs années à étudier les sols de Russie, et en particulier de la Russie, l'Ukraine en faisant partie à cette époque-là, et en particulier les sols les plus riches qu'on connaissait, considérés comme presque les plus riches au monde, qui sont des sols noirs qu'on appelle des tchernozèmes, qui veut dire sol noir en russe, et il en faisait un petit peu la géographie, et en travaillant plusieurs années, en observant des milliers de coupes de sol, il s'est rendu compte que le sol était donc un corps naturel, mais qui était organisé, comme je vous l'expliquais avant, et dont la formation dépend de très nombreux facteurs qui sont représentés sur le cercle. Il y a bien sûr la roche, il y a le climat, il y a la végétation, le type de végétation, il y a aussi la durée que va durer la transformation d'une roche, pour arriver à faire un sol plus ou moins épais. Et il y a aussi les organismes vivants. Donc je vais vous montrer quelques-uns de ces sols. Vous avez en haut dans la diapo, dans l'image en haut à gauche, un sol qui est très peu épais et qui se trouve en Bretagne et qui est formé à partir d'une roche qui est un gneiss, une espèce de granit. Et cette photo est intéressante car elle vous montre comment les blocs de granit, les blocs de gneiss, peuvent à la fois physiquement et chimiquement, peuvent se transformer pour donner des cailloux, des plus petits blocs. Et comment ces mêmes petits cailloux, après, vont se transformer en terre fine, cette petite couche noire que vous avez sur la photo et qui fait à peine 10 cm. Dans les milieux tempérés, les sols peuvent être plus profonds. Ils ont rarement plus de 10 000 ans, les sols, parce qu'il y a eu les glaciations qui ont tout raboté au moment où elle s'est installée et où elles ont disparu. Et donc les sols ont généralement, en milieu tempéré, moins de 10 000 ans. Ce qui fait qu'ils ne peuvent pas être très profonds, ils ont souvent au maximum 1 mètre. Et dans la photo du dessous, vous avez une ardoise bleue, un schiste ardoisier, qui est bleu. Et vous voyez que quand cette ardoise est altérée, elle passe du bleu au jaune. Et immédiatement. Et donc ça vous laisse soupçonner combien il y a des transformations très profondes, pas seulement sur le plan morphologique, mais sur le plan minéralogique, quand on passe d'une roche à un sol. Et sur la même diapo, vous voyez que l'horizon humifère, là, l'horizon qui contient l'humus, est bien coloré de manière plus forte en marron foncé. Et puis si on change de milieu climatique, si on passe
sous les tropiques, eh bien là, la durée pour que se forme un sol, donc que s'altère une roche, que diminue l'épaisseur d'une roche, est bien plus important. On peut parler de millions d'années. Il n'y a pas eu de glaciation très souvent dans ces milieux-là. Et donc, vous avez sur la diapo, sur l'image, dans la partie inférieure, vous voyez, c'est un schiste rose, avec l'échelle humaine qui est en dessous, et puis dans le tiers supérieur, eh bien, ce qui est au-dessus, qui ne ressemble plus au schiste, eh bien, c'est un sol qui provient de ce schiste-là. Et ce sol-là, il fait 10 mètres ou 15 mètres, et sous les tropiques, on peut avoir des sols qui vont jusqu'à 20, 30, 40 mètres. Tout ceci est dû d'une part au climat qui est favorable à l'altération des roches, climat chaud et humide, et d'autre part à la durée qui est laissée pour que les roches se transforment petit à petit et pendant très longtemps. Souvent, ces sols ont des centaines de milliers d'années, voire 1 million d'années. Alors, est-ce que ça veut dire que nous n'avons pas des sols de cette sorte en milieu tempéré? Eh bien, si, on en a. Ils sont rares. On appelle ça des paléosols parce que c'est des sols qui se sont formés lorsque le climat était tropical. Et voilà le bel exemple des ocres de Roussillon, qu'on croit toujours que c'est un phénomène géologique. Eh bien non, c'est un phénomène pédologique. C'est une roche qui a été altérée, mais il y a 100 millions d'années, quand le climat était tropical, de manière très importante, et donnant un sol de toutes les couleurs. Et c'est d'ailleurs bien comme ça qu'il est exploité, puisque c'est des gisements de pigments qui ont été exploités dans ce Colorado provençal ou ocre de Roussillon. Alors donc, vous saisissez que il y a une très forte diversité des sols sur la planète en fonction de tout un tas de paramètres environnementaux locaux. Et si on les rapprochait, ça fait, c'est là où je dis que le sol c'est beau, ça fait un arc-en-ciel, une espèce d'arc-en-ciel sous nos pieds. Je vais vous défiler quelques images pour illustrer ceci. Ben voilà, un sol au Canada qui est sur un matériau calcaire qui se rappelle un peu des tchernozèmes, d'ailleurs de Russie. Un autre sol qui est aux Antilles, qui est un sol rouge, comme beaucoup de sols tropicaux, qu'on appelle sol ferralitique, mais tous les sols tropicaux ne sont pas rouges. Voilà un sol qui est en France, qui a de jolies couleurs, qui vont du bleu-gris au jaune-orangé, et qui est sous la dépendance, en fait, toutes ces caractéristiques sont de la dépendance d'une nappe d'eau qui fluctue dans ce sol. Et quand la nappe reste très longtemps, une saison ou deux dans le sol, eh bien, le sol est coloré en bleu. Ça veut dire que les oxydes métalliques sont sous forme réduite, ce qu'on appelle les formes réduites. Et puis, quand la nappe oscille et se rabat, qu'elle a oscillé vers la surface et qu'elle s'est rabattue, les oxydes se réoxydent et ça devient des oxydes ferriques et qui sont de couleur jaune, rouge, orangé. Et puis voilà peut-être le profil de sol préféré des pédologues. Ça ne veut pas dire que ce soit un sol particulièrement fertile, il est même très infertile et il vaut mieux le laisser sur la végétation sur laquelle il est et pas essayer de le cultiver. Ce sol qui passe par le gris, le blanc, le rouge, le marron et le jaune qui est en dessous, eh bien dites-vous simplement que c'est un sable qui a été un sable jaune, comme le jaune que vous voyez en bas de la photo, et qui a été, de par son histoire, transformé en sable blanc, en sable gris. Et c'est typique des milieux acides, des végétations acides et des sols sableux, et en milieu tempéré à froid. Et ce sol s'appelle un podzol, parce que podzol veut dire cendre en russe, c'est un nom russe, et il a des horizons qui rappellent un petit peu des cendres. Donc, vous voyez combien la morphologie de ces sols peut être différente de par le monde. Alors, si les sols se forment, ils peuvent aussi disparaître. Alors, ils peuvent se dégrader par l'action humaine, on verra des exemples, mais ils peuvent aussi carrément disparaître. Et comme c'est une ressource très peu renouvelable, eh bien, il faut être attentif à ceci. La première cause de disparition des sols, qui date depuis qu'existe l'agriculture, c'est l'érosion agricole. Un sol mal géré peut s'éroder, donc être emmené par les eaux ou par le vent, et finalement aboutir jusqu'à la roche qui lui a donné naissance, mais sans plus aucun sol. C'est arrivé très récemment dans les Cévennes, avec
d'énormes pluies et qui ont emmené toute la terre qui est au-dessus de la roche. Et pour reconstituer ça, ça demande un temps fou. Alors, cela se fait dans des conditions, enfin c'est particulièrement spectaculaire, dans des conditions où les pluies sont fortes, comme en milieu méditerranéen ou bien en milieu tropical. Et vous avez ici des exemples de sols dégradés parce que la couche de surface des sols, la couche d'humus, était elle-même fragilisée par le type d'agriculture, et qu'à la moindre pluie, tout peut partir, et tout ou en partie, mais en tout cas des quantités importantes. On estime que dans ce cas-là, l'érosion correspond environ à 3 tonnes par hectare et par an, ce qui est assez considérable, et qui fait que ces sols qui sont déjà pas forcément très épais ont une durée de vie du sol qui sont seulement de 300 ans. Or, on peut imaginer que dans 300 ans, on aura quand même toujours besoin de l'agriculture. C'est-à-dire qu'il peut partir 1 centimètre de sol en quelques jours, alors que pour former 1 centimètre de sol, naturellement, à travers l'altération des roches, eh bien, il faut 100 ans. Il faut absolument protéger ces sols-là. Il faut aussi, et ça c'est nouveau, ça date du XXe siècle, il y a une imperméabilisation des sols qui a lieu, particulièrement dans les villes ou dans les zones périurbaines, avec les parkings, avec les routes, avec les aéroports, avec les bâtiments. Et c'est-à-dire que le sol, il disparaît en étant recouvert par le bitume. Et très souvent, c'est au détriment des sols agricoles, qui étaient de très bons sols, souvent dans les vallées, souvent en position plane. Et ces sols vont disparaître. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus rien faire, mais ça veut dire qu'il faut être alerté sur le plan de la mise en valeur des paysages, pas seulement pour les paysages, mais aussi pour l'agriculture, de façon à réserver des espaces agricoles, car il y a encore quelques années, eh bien, c'était un département français agricole qui disparaissait tous les 7 ans. Donc, vous imaginez ce que ça veut dire sur le futur. On ne peut pas vivre sans sol. Alors, j'en arrive maintenant aux biens fournis, aux services rendus par les sols. J'en déclinerai plusieurs. 3, ceux qui sont affichés en rouge là le plus rapidement, et puis je m'appesantirai un petit peu sur la relation du sol, les services rendus par les sols et l'agriculture par rapport au changement climatique. Et on terminera par un autre service qui est la dimension artistique des sols. Le sol rend des services parce qu'il est à l'interface des 4 principaux écosystèmes, des compartiments de l'écosystème terrestre qui sont à la surface de la Terre, c'est-à-dire les roches, et évidemment le sol provenant des roches, eh bien, a des fortes relations avec lui. Tout ceci, l'altération des roches, ça modifie les paysages, ça modifie les cycles qu'on appelle érosion-sédimentation, et d'autres services peuvent être rendus. Par exemple, il se forme des minerais à travers la formation des sols, des minerais de fer ou d'aluminium en particulier. Et puis, bien sûr, relation avec la biosphère, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre du vivant, la végétation, enfin l'agriculture, la foresterie, l'élevage, et le sol là va participer évidemment à la production végétale, mais aussi est une réserve de biodiversité et de ressources génétiques. On y reviendra. Les relations avec l'atmosphère sont bien sûr très importantes, ne serait-ce qu'avec la relation entre l'eau et le sol, par la pluviométrie, mais aussi, on verra bien, par rapport au gaz de l'atmosphère, qui a justement trait au problème de l'effet de serre et où le sol peut intervenir fortement. Et puis par rapport aux eaux continentales, le sol, toutes les eaux passant à travers le sol, tout cela a des conséquences selon la façon dont cette eau circule sur les problèmes de recharge des nappes, de pollution de ces nappes ou d'inondation.
Le sol est aussi une ressource culturelle, en quelque sorte. Eh bien, on a vu en tout début ces décorations corporelles, eh bien, c'en est une, mais il y en a bien d'autres qui sont listées là-dessous, et on évoquera un petit peu l'art dans cette dimension culturelle. Alors la construction, eh bien, de par le monde, il y a des villes qui sont faites de terre. Voilà, on est ici au Yémen, et les grands immeubles là sont faits complètement de terre. Alors, ce n'est pas qu'une spécificité des pays du Sud ou des pays exotiques. 50% de l'habitat sur terre est fait en totalité ou en partie avec de la terre. Et ça nous concerne aussi, parce que nous avions un habitat traditionnel qui était fait de terre, alors que ce soit bauge, adobe, torchis ou pisé, comme les bâtiments, l'image d'en bas à droite. Toutes ces traditions de construction utilisent la terre en partie, et actuellement il y a un grand renouveau sur des constructions contemporaines pour utiliser le sol sous forme un peu comme du pisé, pour l'utiliser, car on s'est aperçu qu'il avait des propriétés d'isolation et surtout d'économie, puisqu'on utilise les excavations, les matériaux excavés pour fabriquer les murs en terre. Donc la construction, la terre, un point important rendu à l'humanité sur la forme de la construction. Alors l'eau et le sol, eh bien, ça c'est une image qui représente Foz d'Iguaçu au Brésil. Il n'y a pas une goutte d'eau continentale qui ne passe pas sur le sol. Autrement dit, à la fois ça influence le sol et ça influence la quantité d'eau ou la qualité des eaux. Alors prenons une goutte d'eau, quand elle arrive sur le sol, elle a deux choix, soit le sol a une porosité, a des fentes en surface et l'eau va pouvoir pénétrer dans le sol, donc l'eau s'infiltre, elle est redistribuée dans le sol, elle sert à la végétation aussi et elle va alimenter les nappes. Soit l'eau ne peut pas rentrer dans le sol, mais elle circulera sur le sol, c'est le ruissellement, et elle peut circuler en arrachant du sol, et donc ça peut conduire, selon l'intensité du phénomène, à des problèmes assez graves. Alors on va prendre un exemple agricole d'un sol qu'on va dire mal géré, parce que la façon dont on a géré ce sol fait qu'à la première pluie, les modes de terre qui ont suivi le labour, ces modes de terre sont fragiles. Ça, c'est la mauvaise gestion du sol, parce que c'est l'horizon de surface qui fabrique ces modes de terre, l'horizon A, humus, est très pauvre en matière organique, parce qu'on ne lui a pas restitué suffisamment de matière organique antérieurement, au cours des décades de culture intensive. Et donc, à la moindre goutte de pluie, cet horizon qui est fragile, les modes de terre vont se éclater en petits éléments élémentaires que sont les sables, les limons, les argiles, et ils vont fermer tout le sol en remplissant les vides à la surface, si bien qu'à la pluie suivante, quand l'eau va arriver dessus, l'eau ne va pas pénétrer dans le sol et va ruisseler. Un des premiers effets, ça forme comme une croûte en surface qui empêche d'ailleurs les plantes de lever, les semences de lever. Et puis en aval de tout ça, là c'est une image tropicale, mais en aval de tout ça, ce ruissellement peut conduire à des rigoles ou des ravines et induire des érosions extrêmement fortes. Ou bien quand on est en zone périurbaine, et c'est de plus en plus fréquent, vous le savez bien, les inondations sont beaucoup plus fréquentes qu'elles n'étaient, parce que le sol a été soit mal géré sur le plan agricole, soit a été recouvert et imperméabilisé, et toute cette eau se concentre ensuite en aval dans les villes. Le sol est aussi très important parce que, et il exerce, ça c'est toujours les relations avec la biosphère, il est un des grands compartiments de biodiversité des écosystèmes terrestres. Il est peut-être même l'un des plus grands. Et cette biodiversité, on va la schématiser ici sur cette image, sur un pâturage de prairies espagnoles, de montagnes, où on a 2 vaches. Et en général, on a 2 vaches à l'hectare quand on fait de l'élevage dans ces conditions-là.
Et de vaches, ça fait 800-900 kilos quand même par hectare, sous forme vivante, hein, là c'est des vaches. Eh bien ces 800-900 kilos, c'est exactement ce qu'on retrouve aussi dans le sol, dans un hectare de sol, dans les 20 premiers centimètres, sous forme de petites bêtes, d'organismes vivants, qui vont avoir une importance capitale sur les propriétés des sols. Et cette diversité du vivant dans les habitats du sol, qui fait dire que le sol peut être vivant, eh bien, ça va des animaux, enfin des êtres les plus petits, les micro-organismes, comme les bactéries et les champignons, et puis jusqu'à des petits animaux qui peuvent augmenter en taille de l'ordre du micron, qui vont aller jusqu'à l'ordre du centimètre. Si on prend le cas de la macrofaune, qui est de l'ordre du centimètre, hein, c'est la colonne jaune, eh bien, on voit régulièrement dans les sols des vers de terre, on voit des larves d'insectes, et tous ces êtres vivants, aussi bien les plus petits que les plus grands, ont un rôle fonctionnel, c'est-à-dire qu'ils servent à quelque chose dans les propriétés du sol. Et donc, il faut essayer de les conserver au mieux et non pas de les faire disparaître. Alors, on va prendre le cas qui est bien connu des vers de terre, puisque maintenant, une agriculture qui est considérée comme bonne pour l'environnement, ça se manifeste par un sol qui est riche en vers de terre. Alors, ce ver de terre, il est considéré comme un ami de l'humanité pratiquement maintenant. Or, ça n'a pas été toujours le cas jusqu'à la fin, jusqu'à M. Darwin. Eh bien, le ver de terre était considéré comme un insecte, comme un être nuisible et nauséabond, juste bon à faire de la pêche. Et c'est avec Darwin que l'image du ver de terre va changer. Mais juste un petit clin d'œil sur l'importance de cette biodiversité générale dans le sol. Eh bien, si on prend 1 mètre carré de sol, on a 260, on estime, ça c'est des chiffres à la louche, on a 260 millions d'individus et on a 200 km de ces mycéliums, dire les ifs fongiques, les petits filaments des champignons qui ont une grande importance pour tout ce qui concerne, entre autres, la nutrition de la plante et les propriétés physiques des sols. Ces êtres vivants ont tous des fonctions en quelque sorte d'ingénieurs. Les micro-organismes, c'est des ingénieurs chimiques, et la macrofaune, comme le ver de terre ou les termites ou les fourmis, ce sont des ingénieurs physiques, c'est-à-dire qu'ils vont fabriquer de l'habitat, ils vont fabriquer des galeries. Tout commence avec Darwin quand il revient de son voyage autour du monde, du Beagle, sur le Beagle. Il rentre en Angleterre, on est en 1836, et il est déjà célèbre, on attend qu'il fasse plein de belles conférences, et il commence par aller voir son oncle préféré, qui est Josiah Wedgwood, et il se promène sur le gazon de sa propriété, et l'oncle dit à son neveu, c'est curieux, il y a 15 ans, juste en surface, là il y avait des marnes, des briques et des cendres, et puis ça a disparu maintenant, on ne sait pas où c'est. Alors, ils font un travail de pédologue, ils creusent un trou, ce qu'on appelle un profil de sol, et ils retrouvent les mêmes objets, ils les retrouvent enfouis en seulement 15 cm, en 15 ans, à 8 cm de profondeur. La question qui est posée, évidemment, est-ce qu'ils se sont enfouis tout seuls? Comment ça s'est fait? Notez au passage que nous sommes devant un profil de sol, comme je vous en ai montré, et que c'est le premier profil de l'histoire scientifique qui est publié, et il est publié par Darwin en 1837, ce qui fait de Darwin un grand précurseur du sol. D'ailleurs, il passera 40 ans de sa vie à côtoyer le ver de terre pour en faire un livre quelques mois avant sa mort, 6 mois avant sa mort, uniquement sur le ver de terre. Ce sera son dernier livre scientifique et il dit « j'ai fait ça avant de les rejoindre », en parlant des vers de terre. Ils se disent « mais si c'était les vers de terre ?» Et voilà comment débute la carrière de Darwin et du ver de terre. Et effectivement, c'est bien démontré que ce sont les vers de terre qui vont en profondeur, certains, comme le lombric, qui vont chercher de la terre en profondeur, c'est tout simplement pour leur problème à eux-mêmes, et qui la remontent en surface, et en surface, ils déposent de la terre et ils reprennent de la nourriture, à savoir des débris végétaux qu'ils emmènent dans leur galerie. Et donc c'est bien les vers de terre qui font ça, ce qui montre que cette petite bête de rien du tout, elle façonne
toute la terre que nous avons sur la planète, tous les sols que nous avons sur la planète sont sous l'influence du ver de terre ou d'autres animaux comme les termites et les fourmis qui font à peu près le même travail. Alors ces ingénieurs du sol, les vers de terre peuvent être très variés. Là en voilà un qui fait une dizaine de centimètres. En voilà un autre, on est toujours en France, qui fait 1 mètre de longueur. En Amazonie, il y en a qui font 3 mètres. Il y en a des classifications différentes. Il y a ceux qui vivent qu'en surface, dans la litière, qui donc participent de la décomposition des litières, qui va former l'humus du sol. D'autres ne vivent, c'est les numéros 2 endogés, d'autres ne vivent que sans sortir jamais du sol, mais en faisant des galeries, donc en rendant le sol poreux. Et puis, il y a le lombric, le ver de terre, qui lui parcourt le sol de haut en bas, trimballant de la terre de bas en haut et récupérant des végétaux de la litière qu'il mettra en conservation dans ses galeries et qui en même temps aère complètement le sol, fait en quelque sorte le travail du paysan qui est le labour. Il crée de la porosité. Voilà ce que vous pouvez voir dans votre gazon. Eh bien, ces petits amas qu'on appelle des agrégats de terre, eh bien, ils ont un aspect particulier. Ils proviennent des déjections de vers de terre, c'est les turicules. Et on les reconnaît bien par leur côté cylindrique et arrondi. Et ces agrégats-là, ces turicules, qui donc dépendent du ver de terre, ont des propriétés très positives pour ce qui est de la formation de la porosité du sol d'un côté et de l'alimentation des plantes de l'autre. Alors la biodiversité peut s'exprimer et peut nous servir aussi, l'humanité, pour la santé. Et le plus bel exemple, c'est celui de ce monsieur, Waxman, qui était un microbiologiste du sol, déjà connu, très connu, mondialement connu comme microbiologiste du sol, spécialiste des champignons, en 1920, et qui pendant la Seconde Guerre mondiale va consacrer tout son temps à essayer de rechercher dans les champignons qu'il étudie des principes actifs qui peuvent lutter contre des maladies. Et il va découvrir, à partir d'un streptomycès, c'est-à-dire un champignon, il va découvrir une molécule active qui est la streptomycine qui permettra de lutter très fortement contre la tuberculose jusqu'à presque la faire disparaître. C'est un grand moment de la santé, on va dire, et ce monsieur Waxman c'est un Américain d'origine russe, sera prix Nobel de physiologie et de médecine en 1952. Et nous, les pédologues, nous sommes très fiers d'avoir eu ce prix Nobel grâce au sol. Nous voilà arrivés maintenant, après ce survol assez rapide de quelques services rendus, à ce qui concerne l'agriculture en relation avec l'effet de serre. Alors d'abord, il faut peut-être rappeler que donc l'effet de serre, c'est lié, l'effet de serre de dimension anthropique, c'est lié à l'émission de gaz réchauffants, les gaz à effet de serre, les 3 principaux étant le gaz carbonique, le méthane et l'oxyde nitreux, N2O. Eh bien, si l'industrie participe de manière globale, beaucoup à cet effet de serre avec la consommation des énergies fossiles, eh bien l'agriculture aussi et la déforestation. Donc agriculture plus déforestation, ça représente 34% des émissions de gaz à effet de serre. Dans ces 34%, il n'y a pas que le CO2, il y a aussi le méthane et l'oxyde nitreux, mais comme le CO2 est très important, on va se concentrer sur le gaz carbonique. En tout cas, l'agriculture participe des gaz à effet de serre et les sols actuellement, dans l'état où ils sont et la façon dont ils sont gérés, participent aussi aux émissions de gaz à effet de serre. Donc il est important de voir si on a des possibilités pour diminuer ce niveau des émissions. Pour entrer dans ce discours, j'ai besoin de vous rappeler très brièvement, même si c'est une évidence pour tout le monde, comment pousse une plante. Alors on sait déjà presque depuis la fin du XVIIIe siècle, mais plus la fin du XIXe, que les plantes poussent, donc elles forment leur tissu, c'est-à-dire leurs feuilles, leurs tiges, leurs racines. La matière qui forme les plantes, qui sont des constituants organiques, les protéines, les lipides, les sucres, sont formés de molécules organiques qui contiennent du carbone, de l'hydrogène, l'azote, l'oxygène. Eh bien, le carbone représente là-dedans 50% de la plante.
Eh bien, ce carbone qui représente 50% de la plante, contrairement à ce que souvent on me dit quand on n'est pas scientifique, ce carbone provient du sol, enfin la matière sèche de la plante provient du sol, eh bien non, il provient de l'atmosphère et il provient du gaz carbonique. C'est le phénomène de photosynthèse. Sous l'effet de la lumière, les plantes, à travers leurs feuilles, permettent de transformer le gaz carbonique qui est gazeux et minéral en molécules organiques, végétales et solides, qui constituent les différents organes des plantes. On dit souvent, oui, alors voilà, la plante capte le CO2 et renvoie de l'oxygène, donc c'est très bien. En réalité, sauf depuis quelques décennies, qu'est-ce que ça veut dire de capter le CO2 ? Eh bien, pour faire son carbone, eh bien, ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'une plante pousse, que ce soit du maïs ou un arbre, eh bien, elle appauvrit l'atmosphère en gaz carbonique, gaz à effet de serre. Et donc, c'est ça qu'il faut garder en tête. Alors, la plante pousse aussi avec de l'eau, et même si l'essentiel de la plante, 95%, vient de l'atmosphère à travers la photosynthèse, les 5%, il y a 5% qui viennent, qui sont sous forme d'éléments minéraux et non pas sous forme d'éléments organiques, et qui proviennent du sol. Ce sont l'azote, le phosphore, le potassium, le calcium, etc. et bien d'autres. Mais c'est mineur en quantité, mais c'est majeur. Si on veut qu'une plante pousse, il faut qu'elle reçoive suffisamment de ces éléments, parce que quand on va la couper pour les plantes agricoles et qu'on va la consommer, eh bien on va exporter du sol ces éléments, il faut donc en rajouter, et c'est la question de la fertilisation minérale. Le carbone végétal vient du gaz carbonique atmosphérique, et donc le végétal est un puits de carbone par rapport au gaz à effet de serre. Alors que devient ce carbone quand il est rentré dans la plante, qu'il est organique, sous forme organique, eh bien, les racines de la plante laissent dans le sol donc du carbone sous forme organique qui vient aussi du gaz carbonique. Ou bien les litières, les feuilles, les tiges qui restent sur le sol, si on les laisse et qu'on ne les brûle pas ou les exporte pas, vont finir par rentrer dans le sol et donc alimenter en carbone, en matière organique et en carbone, qui vient du gaz carbonique, je le répète, cette couche d'humus, là, l'horizon A, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce carbone rentre dans le sol, mais une partie sera consommée par les organismes du sol, qui, comme nous, consomment et respirent, donc émettent du CO2. Et donc, cela va repartir sous forme de gaz carbonique dans l'atmosphère, mais une partie de ce carbone qui est rentré restera dans le sol et restera relativement stabilisé de nombreuses années. On estime qu'un gramme de carbone, eh bien, ça reste 70 ans en milieu tempéré dans le sol. Il est plus ou moins protégé, alors qu'il aurait disparu bien plus rapidement s'il était resté à la surface du sol. Sous les tropiques, c'est plus rapide. Le sol stocke du carbone et ce carbone est un peu protégé. Et ce carbone, donc, il est inclus en fait dans la matière organique du sol, l'humus. Et cette matière organique du sol joue un très grand rôle, non seulement dans les propriétés toutes les propriétés du sol, dont de nombreuses peuvent être positives, aussi bien pour la production végétale, donc la fertilité du sol, que pour des problèmes d'environnement. Et il y a tout un tas de fonctions qui sont de l'ordre chimique, biologique ou physique, qui sont totalement dépendantes du taux de matière organique des sols. Alors ce taux de matière organique des sols, ce qu'on mesure en laboratoire, ce n'est pas la matière organique, c'est le carbone, qui représente 50% de cette matière organique. Donc je vais parler maintenant de taux de carbone organique. Donc le sol présente certaines teneurs, enfin des teneurs selon le type de sol, des teneurs en carbone organique, et selon aussi le type de gestion des sols. Et il y a des corrélations très fortes entre ces fonctions positives et la teneur en carbone du sol. Autrement dit, si le carbone du sol, grâce à des pratiques agricoles adaptées, augmente, eh bien, les fonctions positives qu'exerce la matière organique sur les propriétés du sol vont aussi augmenter, vont être améliorées. Mais à l'inverse, si la gestion des terres conduit à une diminution du stock de carbone des sols, eh bien, les fonctions positives vont disparaître et devenir négatives. Cette corrélation est souvent assez forte, en particulier pour les tropiques, mais pas seulement.
et donc s'exprime à travers l'influence de la matière organique sur la quantité de nutriments minéraux qui sont disponibles pour les plantes. Plus il y a de matière organique et plus il y en a. Sur les problèmes d'acidité, le pH, des teneurs en matière organique plutôt élevées limitent l'acidité. Sur les propriétés physiques, c'est très marquant. Les questions de porosité, de formation de cette porosité à travers des agrégats de sol, est très très dépendante des teneurs en carbone organique des sols. Et la matière organique des sols est aussi un nutriment pour les activités microbiennes et fauniques du sol, donc elles vont les favoriser. Et ces activités favorisent elles-mêmes toutes les autres fonctions. Autrement dit, contrairement à ce qu'on a pensé à partir du milieu du 19e siècle, quand on a commencé à développer la fertilisation minérale et donc chimique, et qu'on est arrivé dans des agricultures intensives, on avait oublié que la matière organique jouait tous ces rôles-là, et on a pendant un siècle, et encore maintenant, on ne pensait pas à restituer suffisamment de matière organique au sol. La gestion de l'environnement et de la productivité végétale à long terme, va beaucoup dépendre d'une bonne gestion du retour des matières organiques restituées au sol. Et c'est ce qui va constituer la durabilité des services que peuvent rendre les sols à l'humanité. Alors, est-ce que ces agricultures intensives existent partout dans le monde? C'est quoi la différence entre les pays riches et les pays pauvres? Les pays riches, souvent des climats tempérés ou du nord, et les pays pauvres, les agricultures des pays pauvres du sud. On va faire une comparaison un peu brutale, mais au milieu, il y a tous les intermédiaires. Comment se caractérise l'agriculture des pays riches, des pays développés? Eh bien, c'est une forte productivité végétale, hein, c'est 8 à 10 tonnes de grains pour les céréales par hectare et par an, hein, c'est presque une moyenne. Mais ceci, ça c'est pas un hasard. Quand une plante pousse, elle va exporter des éléments minéraux, et quand on la mange ou quand on la transporte ailleurs, il faut donc réapprovisionner le sol en ces éléments minéraux. Et donc, ces rendements très importants se font par des forts apports d'intrants, notamment d'engrais, NPK, azote, phosphore, potassium. Et pendant des décennies, chez nous, ces apports ont été tout à fait excessifs. On en est actuellement. Les paysans français ont été très raisonnables, sont passés à 150, 200 kilos maintenant au lieu de 200, 300. Et du coup, quand l'apport est excessif, l'agriculture est productive, mais elle est polluante. Et en plus, elle consomme des énergies fossiles de manière importante. Et elle s'accompagne, cette agriculture intensive qu'on a en Beauce, qu'on a dans les grandes plaines américaines, elle s'accompagne, comme je l'ai dit, de très faibles restitutions organiques, puisqu'on exporte ou on brûle. Et du coup, l'horizon de surface est fragilisé, hein, la matière organique, le stock organique est insuffisant pour que le sol rende ses services, et on va dégrader le sol et arriver jusqu'à des problèmes d'érosion, ce qu'on observe actuellement en France, puisque en 10 ans, on a fait des mesures, le stock de carbone des sols a tendance à diminuer et l'érosion à augmenter. Alors, si on se place à l'opposé dans les sols, dans les pays les plus pauvres, les moins développés, comme l'Afrique subsaharienne ou Madagascar, on est un contraste phénoménal. La productivité y est très faible. Et pourquoi elle est très faible? C'est parce que ces gens très pauvres n'ont même pas les moyens d'acheter ce qu'il faudrait comme engrais pour que ça compense ce qu'ils rapportent au sol tous les ans, compense ce que la plante exporte. Et du coup, la plante ne peut vivre que sur la fertilité du sol qui va en diminuant de plus en plus. Et en diminuant de plus en plus, cela produit de moins en moins. Et on appelle ça une agriculture minière qui ne fait qu'appauvrir le sol. Et du coup, ça ne pousse pas. Il n'y a pas de résidus végétaux qu'on peut valoriser. Et on va aller défricher ce qui est encore sous forme de forêt. Pendant 2-3 ans, on a un capital de fertilité qui n'est pas trop mauvais, ça pousse et très rapidement, au bout de 3-4 ans, on revient de nouveau à cet engrenage de la pauvreté.
comme il y a peu de productivité, il y a peu de restitution organique, et souvent, comme ces gens sont pauvres, les débris végétaux sont utilisés pour beaucoup d'autres choses que pour fertiliser le sol, pour faire du feu de bois, pour faire des palissades, des toits, etc. Du coup, là aussi, stock organique des sols très faible et dégradation, érosion. Si bien que pour des raisons tout à fait différentes et quasi à l'opposé, le Nord comme le Sud sont confrontés à de graves problèmes environnementaux actuellement, et c'est l'ensemble des modèles qui sont à changer un peu partout pour des raisons différentes et avec sûrement des moyens différents, mais qui sont à penser. Et entre autres, quand il s'agit de penser la durabilité et l'existence même des sols pour fonctionner en agriculture ou en foresterie, eh bien, il faut, entre autres, penser comment restituer des matières organiques au sol. Alors, c'est ce qu'il y a derrière les pratiques qu'on appelle agroécologiques. Depuis le début du XXe siècle, ça commence vers 1930, on développe des pratiques agroécologiques, c'est-à-dire qui vont essayer justement de favoriser le retour de matière organique au sol et non pas d'éliminer complètement. Alors ce sont d'abord les agricultures biologiques qui sont de plusieurs sortes. Il y a les agricultures organiques à gauche de l'écran et puis les agricultures biodynamiques à droite. Et ces agricultures, en fait, utilisent beaucoup des fumiers, des pailles restituées au sol et qui vont entretenir la fertilité et qui vont, du coup, stopper un petit peu la perte de carbone qu'il y a dans le sol, la perte de matière organique qu'on exprime par le carbone. Quand on mesure, on a des stockages qui correspondent grosso modo de 0 à 500 kg de carbone par hectare et par an, mais qui au moins ne sont pas des pertes négatives pour le sol. Alors, retenez juste ces chiffres sans vous demander si c'est beaucoup ou pas. On en reparlera ensuite. Alors, autre pratique agroécologique, l'agroforesterie. Alors, je vais vous en donner que 3 des pratiques, mais il y en a plein d'autres. Agroforesterie qui consiste à planter et à faire pousser en même temps des arbres et des plantes annuelles. Alors, on peut les mettre sous différentes formes de dispositifs. Et donc, voilà, vous avez ici une parcelle de blé. Et puis, on est ou de maïs, je ne sais plus, et on est ici des cultures de la noix. On associe donc la plantation d'arbres avec la culture. Et l'arbre, en fait, permet de restituer des feuilles au sol. Souvent, c'est des feuilles qui sont riches en azote. Donc, on évite d'apporter des engrais azotés. Ils ont un système racinaire qui enrichit le sol. Donc, ils ont tout un tas d'avantages, sauf qu'ils consomment du terrain et puis qu'ils peuvent, dans leur litière, dans les feuilles qui sont sur le sol, abriter des parasites aussi, mais grosso modo, ils présentent beaucoup d'avantages et ils enrichissent globalement le sol en matière organique, en carbone. Là, c'est en Afrique de l'Est, au Kenya, je crois, et on a 36 modèles d'agroforesterie. Vous voyez qu'ici, il y a tout un tas de mélanges de bananiers, de haies aussi, qui vont protéger le sol contre l'érosion, qui vont restituer aussi des feuilles, etc. Et on cultive au milieu de tout ça. Et donc tout ça a plutôt un effet positif, en tout cas concernant le sol. Eh bien, ceci permet annuellement, sur une quinzaine d'années, de stocker du carbone compris entre 0 et 1000 kg de carbone par hectare et par an. Troisième type d'agriculture qui sont bénéfiques, on va dire, pour l'environnement et pour le sol, ce sont les agricultures de conservation. Ça veut dire que c'est pour conserver la terre. Et cette agriculture de conservation, elle a comme caractéristique qu'on ne laboure plus, ou très peu,
et on laisse une couverture végétale sur le sol. Alors quand on dit ça, on ne laboure plus, ça paraît pas pensable, car on a toujours imaginé que le labour, c'était quelque chose d'éternel, sauf que le labour, ça peut ne pas être que positif. On a vu que si le sol est un peu pauvre en matière organique, en humus, eh bien que justement le sol peut se fermer et que malgré le labour, que le sol est fragile. Donc on s'interroge sur la façon de cultiver des sols sans labourer. C'est un peu dans le monde entier. Et donc comment on opère? Eh bien, on supprime le travail du sol le plus possible, on verra comment on fait. Et pour protéger le sol contre l'érosion, eh bien, l'érosion des pluies, on va laisser le sol tout le temps couvert. Et on le laisse couvert, soit avec les résidus de paille de la culture précédente, ça veut dire qu'il faut qu'on garde ça, ou bien en plantant, là il n'y a pas d'image, mais en plantant d'autres plantes dans l'interrang qui vont couvrir le sol. Le but c'est de couvrir le sol toute l'année, et ceci de ne labourer que rarement. Et de cette façon, le sol est couvert donc toute l'année. Et le semis dans le sol se fait à travers la couverture végétale. Et donc, ceci présente un certain nombre d'avantages quand il est possible de l'installer, parce que ce n'est pas toujours possible. Voici les avantages, entre autres, sur les pertes en sol qu'on peut observer dans certains pays. Là, on est au Brésil. C'est une même parcelle qui a été divisée en deux. À gauche, il y a une parcelle dans ce qu'on appelle non-labour, où elle est tout le temps couverte. Ça a l'air d'être un terrain sale, mais finalement, c'est un terrain qui est toujours couvert, qui reste couvert toute l'année, donc parce qu'il n'y a pas de labour. Et puis de l'autre côté, on laboure, et le terrain, il est découvert, et les gouttes de pluie peuvent, l'énergie de la pluie peut faire ce qu'elle veut. Et en quelques années, entre ces deux parcelles, eh bien, il y en a une qui s'est beaucoup érodée, celle de droite, celle qui n'est pas couverte, alors que celle de gauche n'est pratiquement pas permet de lutter contre l'érosion. Et ça se fait, la différence d'épaisseur là, du sol, qui est de quelques centimètres, se fait très rapidement. En aval de ce genre de parcelle, eh bien, on voit l'effet de l'érosion. On est dans des pays tropicaux, donc la terre est souvent rouge en profondeur, et donc on voit que la rivière eh bien, a une charge en terre qui est très importante, et évidemment c'est en plus la terre de surface qui est la plus importante. Et alors que dans les autres, je n'ai pas de photo, mais c'est très peu marqué ce phénomène. Donc on conserve le sol d'un côté et on le perd de l'autre. Donc comment on sème, puisqu'on ne laboure plus? Et bien on va semer comme ça. Là on est à Madagascar. Si on est très peu riche, comme c'est le cas à Madagascar, eh bien on sème avec un bâton. On fait un trou dans le sol à travers la couverture végétale et on va déposer la graine, éventuellement de l'engrais si on en utilise. Mais vous avez vu qu'on n'en utilise pas beaucoup. Et voilà, ça c'est à Madagascar. Et puis quand on est au Brésil, un pays agricole riche, eh bien on utilise des machines. On a laissé les pailles sur le terrain. Et là, on fait des petits rangs qui s'enfoncent très peu dans le sol et qui posent la graine à travers la couche de paille qu'il y avait dessus. Ça s'appelle le semi-direct. Le résultat de ça, c'est que d'abord le sol il est protégé de l'érosion. Quand on le couvre, il n'y a plus de problème, il y a plus pratiquement très peu de problèmes d'érosion. Et du coup, on apporte aussi des pailles et donc on stocke du carbone dans le sol et la terre n'est pas perdue. Et on stocke de 0, on estime de 0 à 1000 kg de carbone par hectare et par an. Donc voilà 3 pratiques que je vous ai montrées. L'une, l'agriculture biologique qui varie de 0 à 500 et les deux autres de 0 à 1000. Pour lutter contre l'effet de serre, on a parmi les moyens de lutter, on a justement l'agriculture. Selon la façon dont on la gère. On peut travailler sur la végétation. Quand vous avez, par exemple, vous faites pousser des arbres, donc dans l'agro, eh ben, les arbres, si vous les récupérez, ils peuvent vous servir à faire des étagères, ils peuvent vous servir
à faire des maisons, des toitures. Et donc le bois est encore le bois qui provient de l'atmosphère, en quelque sorte, du gaz carbonique. Eh bien, il va être conservé encore pendant des dizaines d'années. Autrement dit, quand on arrive à conserver la végétation dans d'autres compartiments, cette végétation-là va être un puits de carbone CO2 puisqu'elle vient du gaz carbonique. Mais on peut aussi, et ça c'est ce qui a été reconnu en premier, mais on peut aussi essayer de stocker le carbone dans le sol, puisque quand ce carbone arrive dans le sol, et qu'il y en a plus qui en arrive qu'il n'en repart, eh bien il reste pendant de 20 à 50 années dans le sol. Donc pendant au moins 20-50 années, on peut récupérer du carbone qui vient de la végétation, donc qui vient de l'atmosphère, du gaz carbonique. Donc c'est du stockage de gaz carbonique en quelque sorte sous forme de carbone organique dans l'humus, dans le sol. Alors, comment ça se passe? Est-ce qu'on peut avoir une politique pour gérer tout ça au niveau mondial, au niveau global? Alors voilà un bilan ici de ce qu'est l'effet de serre. Donc les émissions, les bilans de gaz carbonique en quantité la plus importante et qui réchauffe la planète. Eh bien, voici les équilibres que l'on connaît. L'industrie, à travers l'automobile, les usines et tout ce qu'on veut, la fabrication du ciment, etc., des engrais aussi, va émettre des grandes quantités de gaz carbonique. C'est ce qui alimente l'effet de serre. Une partie de ce qui est le brûlis aussi des arbres dans les écosystèmes naturels va aussi conduire à évidemment de l'émission de gaz carbonique. Et ces émissions-là sont plus ou moins compensées par l'océan qui récupère du gaz carbonique, et puis par la végétation qui pousse avec le gaz carbonique, donc qui va être un puits aussi de gaz carbonique. Mais le bilan fait que tout ça n'est pas équilibré et que chaque année, il rentre en milliards de tonnes, il rentre 5,1, il arrive dans l'atmosphère 5,1 milliards de tonnes supplémentaires, ce qu'on appelle donc des gigatonnes, 5,1. Alors retenez ce 5,1, il y a encore 4 ans ou 5 ans, on aurait parlé de 4,3. Retenez aussi le 4,3. Alors comment en face, ça c'est les flux qu'on a actuellement annuellement, mais qu'est-ce qui se passe pour les stocks dans les compartiments terrestres ou atmosphériques? Alors l'atmosphère comprend, avec la même échelle, des gigatonnes, comprend 860 gigatonnes de carbone dans l'atmosphère sous forme gaz carbonique, et méthane un peu, mais surtout gaz carbonique. Et puis dans la végétation qui est formée de carbone à 50%, eh bien dans toute la végétation du monde, on a 600 gigatonnes de carbone. Et puis dans le sol, qui depuis des milliers d'années, dizaines de milliers d'années sous nos latitudes, stocke du carbone naturellement, puisque c'est l'humus qui est fabriqué à partir des débris végétaux. Le stock de carbone dans les 40 premiers centimètres de sol, eh bien, il est encore plus élevé que dans l'atmosphère et la végétation. C'est 1000. Autrement dit, le sol est un lieu de stockage puissant du carbone qui vient de l'atmosphère, puisque c'est la photosynthèse, tout ça. Donc tout ce carbone dans le sol, au départ, ça vient de l'atmosphère, du gaz carbonique. Et donc, le sol a un potentiel très fort de stockage du carbone. Alors si on met en parallèle ce 5,1 ou le 4,3 d'il y a quelques années avec les 1000 dans l'atmosphère, on s'aperçoit que dans le fond l'atmosphère augmente chaque année en gaz carbonique, en gaz carbonique mais en carbone, de 0,4% de ce que représente le sol. D'où 0,4% ou 4 pour 1000. Donc l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas augmenter le stock de carbone du sol, de la surface du sol, de 4 pour 1000 chaque année, parce que ce 4 pour 1000, il compenserait les 5 pour 1000 ou les 4 pour 1000 qui sont émis. Donc, ce serait un peu magique. Alors ça dépend des pratiques.
Ça dépend, on a vu qu'il y a des pratiques qui permettent ça et d'autres qui ne le permettent pas. Mais en même temps, selon la façon dont on gère les terres, et ce qui se passe actuellement, c'est qu'on émet plutôt 4 pour 1000 plutôt que d'en absorber. D'où l'idée qu'il faut faire des gestions des terres, des agricultures ou de la foresterie qui fassent qu'au lieu que le sol émette du CO2, enfin en émette plus qu'il en reçoit, eh bien qu'il en reçoive plus qu'il en émet. D'où ces systèmes dont je vous ai parlé, c'est les systèmes agroécologiques qui permettent ceci. Et 4 pour 1000, maintenant, si on revient à des données, à des valeurs dont je vous ai parlé, qui sont de l'ordre de quelques centaines de kilogrammes de carbone par hectare qui se stockent dans les sols selon leur mode de gestion, eh bien, 4 pour 1000, pour l'ensemble des terres cultivables sur la planète, ça correspond à 200-250 kg de carbone par hectare et par an. Souvenez-vous des échelles de 0 à 500 et de 0 à 1000. Autrement dit, on a des pratiques agricoles ou agroforestières, ou forestières d'ailleurs, qui pourraient jouer ce jeu-là, et au lieu d'émettre du CO2 à partir de la gestion de la culture des terres, au contraire, globalement, en absorber. Et c'est ce qu'on a vu avec les pratiques agroécologiques qui ont le pouvoir de stocker de 0 à 1000, mais ce pouvoir, il est beaucoup plus fort dans l'agroforesterie et dans l'agriculture de conservation dont j'ai parlé que dans les agricultures biologiques, dont le pouvoir est quand même réduit, mais qui est positif, mais qui est réduit. Donc nous avons là une façon à réfléchir à comment gérer la planète pour que le sol, au lieu d'être un émetteur de CO2, participe aux émissions de CO2, soit au contraire un capteur de CO2. Alors, cette idée-là a été exploitée comme un enjeu pour l'humanité à l'occasion des grandes réunions internationales sur le climat. Il y a eu à Paris ce qu'on appelle la COP 21 en 2015, qui a accueilli les conférences sur le climat et pour chercher comment lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, puisque c'est le but. Et cette COP a eu lieu au mois d'octobre 2015. Vous savez que ça a eu un grand succès, même si ça n'a pas eu beaucoup de suite pour l'instant, et organisée par la France. Et il y a eu, non pas en octobre 2015, mais au mars-avril 2015, un congrès mondial sur les sols et l'agriculture, où les chercheurs qui travaillent sur ce sujet-là ont commencé à parler de ce que je vous ai dit, en réalité, des possibilités qu'offre l'agriculture pour, selon la façon dont on les gère, pour stocker du carbone au lieu du gaz carbonique, au lieu d'en émettre. Et le ministre français de l'Agriculture, qui est dans l'Assemblée là tout au fond, là, qui s'appelle Stéphane Le Foll, était présent, et c'est un monsieur qui est très sensible à l'agroécologie. Et tout d'un coup, il a entendu dire ce que je vous dis, ce que j'ai dit. Et il s'est emparé de ça, en pensant à la COP 21 qui allait avoir quelques mois plus tard. Il s'est emparé de cette idée-là pour faire ce qu'il a appelé le 4 pour 1000, donc stocker 4 pour 1000 dans le sol, par des bonnes pratiques agricoles, pour faire un nouvel enjeu pour l'humanité. Et ça a été très bien reçu. Et il y a eu 200 présents à cette COP 21 qui ont voté positivement pour développer les agricultures organiques, en quelque sorte, essayer de mettre en place au maximum que l'on peut ces types d'agriculture que je vous ai décrits et qui permettent de stocker plus de carbone dans le sol que d'en émettre. Un très grand succès, et on a appelé ça l'initiative 4 pour 1000. C'est une initiative mondiale, ça veut dire que chaque pays, si elle le ratifie, est censé mettre en place des systèmes agricoles un peu modifiés, mais qui de toute façon ont d'autres avantages strictement agronomiques,
de façon à lutter contre le changement climatique. Pour l'instant, c'est toujours en discussion, comme souvent, mais dans tous les pays du monde maintenant, toute la recherche agricole travaille sur ces problèmes de 4 pour 1000 pour essayer de voir comment chacun dans son pays, même s'il n'y a pas une législation qui est adaptée, peut mettre en place ces systèmes agroécologiques. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'agriculture et l'effet de serre et montrer que donc le sol et l'agriculture, selon la façon dont on les gère, sans que ça coûte beaucoup de moyens par rapport à toutes les autres propositions pour lutter contre l'effet de serre qu'on voit apparaître régulièrement, peut participer à cette lutte contre l'effet de serre, même si on n'arrive pas à stocker 4 pour 1000 comme c'est l'idée initiale, mais même si on stocke qu'au lieu de 4 pour 1000 dans le sol, on n'en stocke que 0,4 pour 1000, c'est 10% des émissions. Donc c'est très remarquable. Je vais peut-être terminer en quelques minutes là sur un autre aspect de l'intérêt des sols, c'est par rapport à l'art, le sol comme bénéfique, comme aussi utile pour l'art. Et c'est une chose auquel je m'intéresse beaucoup. Et donc ça fait partie aussi du chapitre, d'un des chapitres du livre que j'ai copublié avec des collègues sur les questions de sol. Et comment faire du sol un objet artistique. Alors, voilà une photo qui est faite par un pédologue, un homme un scientifique du sol, et qui est une photo qui peut être une photo aussi artistique et qui représente le sol. Sur le plan de l'art, en fait, les premières formes d'art ont déjà utilisé le sol, parce qu'ils utilisaient les pigments qu'on trouve dans le sol pour exprimer leur art. Ce qui est blanc, c'est souvent une argile, ce qui est rouge sont des oxydes, ce qui est noir, ça peut être des charbons de bois qu'on trouve dans le sol aussi. Et donc, voilà comment le sol peut rendre déjà des services à l'art à travers ses propres constituants. Mais il y a un autre mouvement qui consiste à dire le sol est notre objet artistique lui-même. Le sol n'est pas là seulement pour aider l'art, mais il est là comme objet d'art en soi. Et donc, c'est ce qui se développe actuellement, beaucoup. Et je vais vous montrer comment un artiste japonais qui s'appelle Koichi Kurita, qui est très connu maintenant, va utiliser le sol pour montrer que le sol, c'est beau. Et donc, rendre les gens sensibles au sol. C'était en 2009. J'avais été invité à ce centre culturel qui est dans une abbaye, qui se trouve au centre de la France. J'avais été invité pour faire une conférence sur le sol et l'art, justement autour de cette exposition. Et l'exposition, ça consiste en ce damier. L'artiste vient 3 mois avant dans la région et il regarde tous les sols qu'il y a autour. Il les prélève, il les tamise, il les arrange un peu et il en fait des carrés qui sont de toutes les couleurs et qu'il installe. Et quand vous rentrez, il y a toute la nef, hein, c'est très grand. Il y a 500 carrés de sol, de terre qu'il a un peu arrangé, de toutes les couleurs, parce qu'on trouve des sols de toutes les couleurs, et qu'il a disposé comme ça en carré. Et j'ai entendu les gens qui n'étaient pas du tout des scientifiques se promener le long dans cette nef et dire « c'est ça le sol, qu'est-ce que c'est beau ». Et l'objectif de l'artiste, c'est ça. C'est que les gens considèrent que le sol soit beau. Et si les gens considèrent comme ça, après, ils ne regardent plus le sol pareil. Ils ne trouvent pas que le sol, c'est sale. Voilà. Il y a une autre vision de l'objet sol. Et c'est un artiste formidable, c'est mon artiste préféré dans le genre, il y en a beaucoup d'autres. Et eh bien voilà, il ne veut surtout pas entendre parler de science. Moi, je l'ai interviewé, bien sûr, et je l'ai rencontré, bon, on est toujours en relation, mais il ne veut pas que c'est l'air d'être scientifique. Et il va faire des expositions aussi avec des petites coupelles où il a extrait des argiles, enfin du sol, comme nous on le fait pour étudier les sols. Et il les représente sous forme artistique, au même titre que ces petits cônes. Et donc voilà, cet artiste-là
et c'est souvent le cas, nous démontrent que le sol c'est beau, et si c'est beau, et qu'on en est sûr, conscient, eh bien on ne va plus du tout le gérer pareil, et on va y faire attention. Voilà, je vous remercie.